Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Merci de votre fidélité. Bonsoir camarades. Bonsoir responsables. L'actualité française, c'est une possible révolution de notre institution judiciaire qui se profile, en tout cas dans le cadre du jugement des crimes sexuels. La libération de la parole depuis le mouvement MeToo fait qu'en 10 ans, le nombre de plaintes pour violences sexuelles a triplé. Mais la justice ne suit pas et les délais avant procès sont absolument insupportables, comme l'a confirmé hier le garde des Sceaux. Nous avons 6000 affaires criminelles en stock en attente d'audiencement, c'est-à-dire dont les dates des procès n'ont pas été données aux parties. Et nous avons en moyenne en France 6 ans d'attente pour avoir un jugement pour viol en première instance. D'où l'idée du ministre, introduire un plaidé coupable, un jugement en une demi-journée, sans débat, sans expert, sur reconnaissance préalable de culpabilité, justice au rabais ou progrès notable. On en débattra tout à l'heure avant de vous retrouver en fin d'émission Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Ça y est, Emmanuel Macron a dévoilé le nom du futur porte-avions français, celui qui va remplacer le Charles de Gaulle. Non, ce ne sera pas le Tantivonne, ce sera France Libre. France Libre, Elisabeth, nous partons à l'abordage de l'histoire des noms de bateaux. Et vous, Marie ? Eh bien, moi, une fois n'est pas coutume, je vous emmène au Salvador, sur la côte pacifique, dans un paradis pour les surfeurs qui se battent pour sauver leurs vagues du changement climatique. À tout à l'heure, les amis. Et pour commencer, on est très heureux de recevoir en exclusivité Ocean Vuong, poète, romancier, enseignant américain d'origine vietnamienne, dont le nouveau roman L'Empereur de la joie chez Gallimard est un prodige, on peut le dire. Une histoire d'amitié, de solidarité, d'addiction parmi les exclus du rêve américain. 500 pages de grâce, entre onirisme et défonce, une ode à la bonté et un autoportrait de l'auteur en survivant magnifique. On le retrouve tout de suite. Mais quelle joie de vous voir, Ocean Vuong. Bonsoir. Vous parlez français ? Un tout petit peu. Juste un peu. J'ai étudié français depuis 6 ans au lycée. Mais maintenant, j'ai oublié tout. Vous serez traduit. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sportouche. Bonsoir. Nous vous recevons le jour même de la sortie en librairie de votre deuxième roman, L'Empereur de la joie. Je voulais vous demander, que représente la France pour vous ? Est-ce que c'est le pays du poète que vous aimez tant, Arthur Rimbaud ? Est-ce que c'est le pays de l'ancienne puissance coloniale qui était la France, en Indochine ? Ou est-ce que c'est le pays qui a hébergé des gens comme James Baldwin, des intellectuels, homosexuels, noirs, qui étaient menacés aux États-Unis et qui ont trouvé un havre de paix en France? Ou est-ce que c'est tout ça à la fois? Je crois que les nations sont des choses qui sont fabriquées, qui sont inventées, mais elles restent réelles néanmoins. Et tant qu'elles restent réelles, il y a des implications à tout cela qui sont pléthoriques et complexes, et aucune nation ne représente un individuel. Un destin individuel, et l'histoire a prouvé qu'il y a énormément de contradictions à l'œuvre, et je crois qu'en tant que Vietnamo-américain, je dois ma vie à la guerre. En fait, sans la guerre du Vietnam, mon grand-père, qui était un soldat irlando-américain blanc, n'aurait jamais rencontré ma grand-mère, donc je ne serais pas vivant moi-même. Donc il n'y a pas de façon de l'appréhender facilement. Nous sommes tous des paradoxes en même temps. Toutes ces choses sont réelles en même temps. La langue française était la première littérature que j'ai rencontrée. Elle m'a offert le surréalisme, glissant Rimbaud, Verlaine, Césaire, Barthes aussi, bien avant d'être passé au canon américain de Robert Frost et Robert Lowe. En fait, j'ai vu qu'ils étaient assez conservateurs dans la forme après avoir lu les symbolistes français. Donc voilà, ma réflexion, mon imagination, mon imaginaire, tout cela est dû aux Français, et je suis fier d'avoir été si brillamment traduit en français. Absolument, vous l'êtes certainement dans ce deuxième roman, admirablement. On vous retrouve juste après votre profil idéal réalisé par Gaël Legras, Ocean Vuong. Ocean Vuong, vous êtes l'un des auteurs américains les plus populaires et vos romans naissent, dites-vous, d'un sentiment de compassion. Quel parcours vous a mené sur cette voie? Quel thème votre nouveau livre explore-t-il? Pour répondre à ces questions, vous avez le profil idéal. Né à Saïgon en 1988, vous émigrez aux États-Unis avec votre famille à l'âge de 2 ans et vous grandissez à Hartford dans le Connecticut. Vous êtes élevé par votre grand-mère, traumatisée par la guerre du Vietnam, et votre mère, qui travaille alors dans un salon de manucure, 2 grandes conteuses.
in those rooms in the nail salon was a masterclass in storytelling. They knew when to accelerate, decelerate. Adolescent, vous découvrez le bateau ivre et vous êtes fasciné par Arthur Rimbaud. Soudain, il me semblait possible que quelqu'un comme moi, jeune, pauvre, queer, bizarre, puisse être écrivain. Vous sortez votre premier recueil de poèmes en 2010. En 2016, paraît Ciel de nuit blessé par balle. Je m'appelle Océan, je suis très heureux de visiter à Paris. Autre recueil pour lequel vous êtes invité à la Maison de la Poésie de Paris. I messed up, I'm trying to stay clean, but my hands are monsters who believe in magic. Votre premier roman sort en 2019, plus d'1 million d'exemplaires vendus dans le monde. Sous la forme d'une longue lettre adressée à sa mère, le narrateur retrace son histoire familiale et aborde une question sous-jacente. What is the cost if we spend our whole lives living side by side the people we love, and yet we can't talk to them? We can't tell them exactly how we feel. Aujourd'hui, dans votre nouveau roman, vous évoquez notamment ce que vous appelez la famille de circonstances, celle que l'on se crée au travail. Vous vous appuyez sur votre propre expérience dans des fast-foods du Connecticut. Et vous déclarez « On considère souvent les pauvres comme des victimes passives, mais survivre dans l'économie brutale de l'Amérique demande une créativité extraordinaire. » Vous avez fait remarquer un jour que le poète était un mendiant éloquent. Et je me demandais comment vous qualifieriez le rôle ou la mission du romancier. Je crois que le romancier a pour mission de faire la chronique de la vie le plus fidèlement possible, avec toutes les complications des personnes qui la vivent, pour rendre leur dignité aux humains sans malhonnêteté, et c'est peut-être vraiment l'étoile polaire qui me guide toujours dans mon travail. Dans votre roman, vous démystifiez tout de même le rêve américain qui ne concerne pas tout le monde. Vous le dites, ça ne concerne pas vos personnages. Je crois que le rêve américain, c'est un concept américain. J'ai toujours été curieux de savoir pourquoi on a le rêve américain, mais pas le rêve nigérian ou le rêve belge, le rêve canadien. Pourquoi est-ce qu'on est le seul pays qui ait le droit de rêver? Mais la question ne porte pas simplement sur le fait de rêver, mais il faut rêver. Parce que le coût qu'il y a à se réveiller est trop élevé. On se rend immédiatement compte qu'en fait, on vivait dans un cauchemar de 250 ans et les Américains doivent réinventer le rêve. Parce que regarder la réalité, les racines du pays, c'est regarder des fondations emplies de sang, un pays fondé sur des corps volés par l'esclavage et par le génocide raté des Amérindiens. Donc, se réveiller, c'est se rendre compte que tout le pays est fondé sur un défaut moral. Donc, il est inévitable que le pays ne cesse de se réinventer et on le constate quand on va au supermarché, dans le rayon des céréales, on dit maintenant meilleur goût, meilleure apparence, et souvent ça veut dire plus de sucre ou plus de poison. Mais il y a quelque chose justement qui est très frappant dans votre roman Ocean Vuong, c'est l'utilisation des marques, la dénomination des marques. Votre personnage, qui est une sorte d'alter ego, évidemment métamorphique et romancé, Hai, et d'autres, mangent des produits, les Pop-Tarts, les Stouflers, Grazina, qui héberge Hai, réclament des steaks Salisbury. Pourquoi nommez-vous ces marques tout au long du livre? Est-ce que c'est pour expliquer que ça participe d'une mythologie qui est aliénante? Quand on pense à Rimbaud, dans Une saison en enfer, il donne le nom des bars qui n'existent plus. Nous n'avons jamais visité ce café, on ne sait pas à quoi il ressemblait, mais ce nom, lui, il a cette présence historique qui résonne d'une vie vécue, et un être humain a fait l'expérience de tout cela. C'est du vécu, et l'expérience humaine et l'expérience américaine se passent par le truchement des marques, et Hai adore le Coca-Cola parce que pour la première fois, un SDF peut goûter le même produit que le roi d'Espagne. Et par tous ces produits commercialisés, on a quelque chose qui se rapproche d'une expérience égalitaire, ce qui, en fin de compte, nous tue à petit feu. Mais en fait, c'est une version tout à fait adaptée de la démocratie américaine. On vous tue à petit feu, mais on a un accès total à tout cela également.
crois que vous êtes bouddhiste depuis de nombreuses années et on va évoquer avec vous et avec Anna une initiative de moines bouddhistes asiatiques récemment aux États-Unis, une marche pour la paix. Oui, une marche pour la paix, 3700 km au total, du Texas jusqu'à Washington, 108 jours de marche en silence, un exploit physique et spirituel réalisé par 19 moines bouddhistes originaires du Laos, de Thaïlande et du Vietnam, votre pays natal, avec un objectif, éveiller la paix qui sommeille en chacun de nous et plus largement diffuser un message de compassion et d'unité dans un pays qui est fracturé et qui fait face aujourd'hui à de nombreuses tensions. Leur marche, elle est devenue virale sur les réseaux, d'autant qu'ils ont dû affronter le froid, la pluie, la neige. Ils ont même marché pieds nus parfois, mais ils ont aussi pu compter sur le soutien de milliers d'Américains qui sont venus les encourager le long du chemin et ils sont finalement arrivés à Washington le 10 février. Vous êtes bouddhiste, cette paix intérieure, est-ce que vous l'avez trouvée et est-ce qu'elle vous accompagne au quotidien ? La paix, c'est une chose difficile. Je crois que la marche pour la paix est tellement fascinante parce qu'elle prouve que tout le monde veut vraiment intrinsèquement la paix. Personne n'a envie de la guerre. La guerre, c'est facile à faire, c'est difficile de s'en sortir et très rapidement, on s'en lasse. On voit quel en est le prix. L'histoire américaine, malheureusement, est empreinte temporellement de guerre. Quand on achète un appartement en Amérique, rapidement, on se rend compte que c'est un appartement d'avant-guerre, comme on l'appelle, mais on se demande quelle guerre, parce qu'il y en a eu tellement. Et ma propre enfance est venue juste après l'invasion de l'Irak et de l'Afghanistan par les États-Unis. Donc, il y a cette grande dichotomie dans le pays. C'est un pays fondé sur la violence, qui mesure son progrès par la guerre, qui mesure son histoire. Quand vous allez dans un département d'anglais à l'université, ce n'est pas étonnant de voir la littérature organisée autour de la guerre, les romans de 1950 d'après-guerre. Et donc, on a quand même soif de paix, parce que le prix de la guerre est trop important et les Américains commencent à se rendre compte que la guerre profite à l'élite, la guerre contre la drogue, ce massacre pharmaceutique de la population américaine, cela représente vraiment le massacre du peuple vietnamien pendant la guerre, où Monsanto a profité de la dioxine et de l'agent orange, et tout comme les sacleurs ont avec les utilisé opioïdes leur et drogue. l'oxycontine, absolument. Benjamin. Vous êtes beaucoup plus sévère, avec Barack Obama, dont vous dites que c'est la plus grande tromperie politique de votre existence. Plus sévère avec lui, on a l'impression qu'avec Donald Trump. Je crois qu'ils sont tous assez semblables pour moi. Ils font tous partie d'un seul projet impérialiste, à différents degrés. Mais Obama était le premier réveil politique pour moi. J'ai cru en lui. Je suis allé à des manifestations contre la guerre en Irak et en Afghanistan, mais rapidement, je me suis rendu compte qu'il a commencé à renflouer les entreprises qui étaient too big to fail. Et il a alors développé des frappes contre les populations du Moyen-Orient. Et donc, je me suis rendu compte que de mon existence, je ne peux pas parler de ce qui s'est passé avant mon existence, mais dans ma vie, je ne crois pas qu'il y ait un seul président américain qui ait été suffisamment à gauche pour que ça bénéficie au peuple américain. Une dernière question, Ocean Wong, un écrivain français que vous connaissez bien évidemment du 19e siècle, Marcel Proust, a écrit un jour « Il est long le chemin qui mène de l'intelligence à la bonté ». Et on a le sentiment au fond que la bonté sans espoir de retour sur investissement est quelque chose qui est vraiment la quête fondamentale de votre personnage, de Hyde, dans votre deuxième roman, L'Empereur de la joie. Et que le monde et l'existence sans bonté n'ont pas de sens. Je crois que souvent, on pense au déterminisme social et on se dit... Est-ce que des conditions horribles font des gens des monstres par manque de bonté? Mais moi, je pense que ce n'est pas la réponse. J'ai vu énormément d'altruisme, de générosité qui viennent de personnes qui n'ont absolument aucun espoir dans la vie et qui n'ont aucune condition matérielle leur permettant de vivre. Et à l'inverse, il y a des personnes qui jouissent des privilèges absolus, d'une excellente éducation, de beaucoup d'argent, la richesse, tout ce qui est agréable dans la vie. On leur offre la grande philosophie, la clarté morale du monde, les milliardaires, les millionnaires qui se trouvent être des monstres horribles.
Il y a un paradoxe irrévocable des deux côtés et je crois que ça m'offre de l'espoir parce que peu importe qui nous sommes, où nous nous retrouvons, nous avons encore une obligation de faire preuve d'une grande clarté morale, d'une grande introspection, peu importe où on est né. On ne choisit pas qui sont nos parents ou où l'on est né, mais on peut quand même choisir sa vie et la recherche de la connaissance pour la générosité et la bonté, c'est quelque chose en lequel je crois en tant qu'artiste et en tant que personne. Merci Ocean Vuong. C'est aujourd'hui, depuis ce matin en librairie, L'Empereur de la Joie, votre second roman qui est une merveille aux éditions Gallimard. Et je signale la parution en folio du premier, Un bref instant de splendeur, et puis le recueil de poésie qui vous a fait connaître en France, chez Gallimard aussi, Ciel de nuit, Blessé par balle. Merci infiniment d'être venu sur Arte, la chaîne franco-allemande. Merci beaucoup, la chaîne de la culture. Et merci à Anthony Roger, insurpassable interprète. On va passer à notre débat sur le projet de loi du ministère de la Justice qui veut accélérer le temps de traitement des procédures dans le cadre des procès pour crimes sexuels, vu l'explosion des plaintes depuis 10 ans et vu les délais insupportables pour les victimes. Le plaidé coupable, est-ce que c'est une justice au rabais ou une avancée pénale? On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Accélérer la cadence, traiter plus vite les dossiers en souffrance. Le ministre de la Justice a présenté hier le projet de loi sur comprenez sanctions utiles, rapides et effectives. Le texte sera bientôt examiné par le Sénat et l'Assemblée nationale avant une possible adoption d'ici l'été. Aujourd'hui, nous ne rendons plus la justice criminelle dans des délais raisonnables. Nous avons 6000 affaires criminelles en stock en attente d'audiencement et nous avons en moyenne en France 6 ans d'attente pour avoir un jugement pour viol en première instance. Ces dernières années, dans le sillage du mouvement MeToo, le nombre de plaintes pour violences sexuelles a explosé. 59 000 en 2014 contre 154 000 en 2024. Pour réduire les délais d'attente, Gérald Darmanin préconise d'avoir recours au plaidé coupable. Une procédure rapide, sans procès, contestée par des avocats en colère, rassemblés hier devant le ministère de la Justice. Moi, je ne crois pas qu'une femme qui a pris son courage à deux mains ait envie tout simplement qu'on lui donne pour réponse « votre agresseur sera jugé en une demi-journée ». Je ne pense sincèrement pas qu'au moment du début du mouvement MeToo, c'est ça qu'on imaginait comme réponse pénale. La Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, s'inquiète de la mise en œuvre du plaidé coupable pour les crimes, comme c'est déjà le cas pour les délits. Mais des magistrats soutiennent le projet du garde des Sceaux. C'est une procédure que nous connaissons déjà en matière correctionnelle. 25% des poursuites, plus de 100 000 affaires sont traitées comme cela. Et cette justice négociée, elle est une justice de qualité. J'insiste, ce n'est pas une justice au rabais. Alors, justice de qualité ou justice sacrifiée? Le plaidé coupable peut-il soulager les victimes? Ou au contraire, sans procès, risque-t-elle d'être invisibilisée? Cette procédure accélérée permettrait-elle, comme l'assure Gérald Darmanin, de désengorger les tribunaux et de lutter contre la surpopulation carcérale? Nos trois invités dissipés pour ce débat. Béatrice Brugère, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat. Votre ouvrage Justice, la colère qui monte est paru à l'Observatoire. Selon vous, la justice n'est plus en capacité de juger dans des délais raisonnables. Le plaidé coupable n'est pas une solution miracle, mais ajoutez-vous, ça pourrait être une mesure parmi d'autres pour limiter ce qui est devenu un déni de justice. À côté de vous, Raphaël Kempf, bonsoir. Bonsoir. Avocat pénaliste au barreau de Paris, vous avez signé une tribune, Réforme de la justice, le plaidé coupable criminel, une procédure qui risque de conduire des innocents en prison. C'était dans Libération le 16 mars, donc il y a 3 jours. Et selon vous, on assiste en effet à une tentative de pallier au problème du système par un processus qui attaque les droits de la défense. Et à côté de vous, Grégoire Bizot, bonsoir, journaliste, responsable de la rubrique Justice pour le quotidien Le Monde. Vous avez publié hier, vous, un article intitulé Face aux affaires de violence conjugale et sexuelle, la justice mobilisée mais submergée. Et vous estimez que ce projet de loi a un objectif un peu trop ambitieux quant à la réduction du temps d'instruction qui passerait de 6 ans à 3 ans. On va évidemment déployer toutes ces idées et toutes ces critiques constructives dans le débat, mais après, la statistique du jour, oui, Benjamin. 21% des détenus incarcérés en France le sont pour violences conjugales et sexuelles, un détenu sur 5, donc un chiffre
à mettre en parallèle avec l'explosion du nombre de plaintes pour violences conjugales multipliées par 3 en 10 ans entre 2014 et 2024. Très forte augmentation également pour les violences sexuelles sur cette même période. Résultat, aujourd'hui, une femme victime de viol doit attendre en moyenne 6 ans après le dépôt de sa plainte pour espérer obtenir une date de procès. Raphaël Kempf, cette attente, c'est la double peine pour les victimes que vous défendez notamment? Alors, cette attente, il faut bien comprendre qu'elle n'est pas due uniquement à ce qui a été dit à l'instant sur l'embolie du système ou le fait qu'il y ait des difficultés d'audiencement devant les cours criminelles départementales. Il ne faut pas oublier, dans ce chiffre qui a été utilisé par le garde des Sceaux, qu'il y a un temps incompressible qui est le temps de l'information judiciaire. L'instruction, celle-ci, elle aura toujours lieu, même avec la proposition de plaider coupable criminel qui est celle du garde des Sceaux actuellement. Maîtrise Brugière, sur ce point-là, c'est-à-dire le délai d'attente, il faut tout faire, on va en parler dans le détail, pour essayer de le réduire. C'est important pour les victimes. Pour moi, c'est une priorité. En fait, il faut bien comprendre que nous aussi, les magistrats, on a un intérêt qui est celui de juger, en fait, et de pouvoir juger bien dans des délais utiles. Juger trop tard, même pour les magistrats, c'est compliqué. Les preuves sont plus compliquées à ramener. La sanction n'a moins de sens parce que quand vous allez juger 10 ou 15 ans plus tard des faits, vous ne pouvez pas sanctionner de la même manière. Et donc, vous avez parlé de double peine pour les victimes. Ce n'est pas faux, c'est vraiment une double peine pour les victimes. C'est le sens de la peine. Sur le délai, juste pour que les auditeurs comprennent, parce que c'est compliqué. En fait, vous avez le délai de l'instruction que vous venez d'évoquer, qui est déjà très long, puisque, en fait, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer avec un renforcement des moyens, les délais à l'instruction ne cessent d'augmenter. En moyenne ? On est presque à 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans, déjà de temps d'instruction. C'est énorme. Alors, je veux bien vous répondre, mais ça risque d'être un peu long. Mais les raisons sont assez multiples. Et certains disent que c'est à cause d'une procédure pénale qui est assez complexe. Elle est très contradictoire. C'est la seule procédure aujourd'hui qui est extrêmement contradictoire, où les avocats peuvent faire des demandes. Donc, ça ne facilite pas nécessairement des procédures rapides. Mais moi, je n'ai pas de problème. Vous êtes en train de dire que les avocats ne devraient pas faire de demandes? Non, mais que je comprenne bien, parce que si vous voulez réduire les délais... Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de... Si vous ne m'aviez pas coupé, j'étais en train de dire... mais je trouve ça juste pour comprendre bien votre pensée, ça m'intéresse. Je ne sais pas si c'est ma pensée, j'explique comment ça fonctionne. Je dis que c'est la seule procédure qui est très contradictoire et qu'aujourd'hui, elle est très longue, cette procédure. Donc, parce que avant que vous me coupiez, si vous ne m'aviez pas coupé, j'aurais pu terminer. Moi, ça ne me dérange pas, je disais qu'elle soit contradictoire, surtout par rapport à celle du parquet. Simplement, c'est déjà un délai très long et le délai que vous avez évoqué, c'est le délai d'audiencement qui se rajoute à ce délai. Donc, en fait, on peut aujourd'hui avoir des faits qui sont jugés à plus de 10 ans. C'est ça que je voulais vous expliquer. Vous trouvez une date d'audience. Alors, on va évoquer avec vous trois et avec Anna, évidemment, le bilan, où on va voir ce qu'on peut faire comme bilan du Grenelle sur les violences conjugales. Oui, c'était un Grenelle en 2019, il y a 6 ans, qui voulait créer un électrochoc. Pendant 3 mois, des associations et des responsables politiques ont travaillé d'arrache-pied pour arriver à un résultat. Le budget de l'État consacré aux violences conjugales a augmenté de près de 45 millions d'euros entre 2019 et 2023. Plusieurs mesures ont également été mises en œuvre rapidement. Le téléphone grave danger, qui permet aux femmes d'alerter la police 24 heures sur 24 et de déclencher une intervention rapide et prioritaire. Aujourd'hui, 5600 de ces téléphones ont été distribués à des femmes. C'était 300 en 2019. Et puis, il y a eu aussi les bracelets anti-rapprochement destinés aux conjoints agresseurs présumés ou réels. Ils permettent de délimiter un périmètre de protection autour de la femme. S'ils le franchissent, les forces de sécurité interpellent immédiatement l'auteur des faits. Et pourtant, malgré cela, aujourd'hui, plus de 272 000 victimes de violences conjugales ont été recensées par les forces de l'ordre. Ce sont les chiffres de 2024. C'est plus du double par rapport à 2016. Et le nombre de féminicides a lui aussi augmenté. Selon un rapport de la MIPROF, la mission interministérielle pour la protection des femmes, qui rappelle que, je cite, toutes les 7 heures en France, il y a une femme que son conjoint ou ex-conjoint tue, tente de tuer, conduit à se suicider ou à tenter de se suicider. Grégoire Bizot, on le voit, des avancées, il y en a eu, mais ça ne semble pas suffisant. Qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus en matière de prévention et surtout en amont de la justice ? Oula. Vous n'avez pas 4 heures. Que peut-on faire de plus ? Non seulement j'ai pas 4 heures, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que y compris les avocats et les magistrats qui sont vraiment
impliqués mobilisés, vous disent on ne comprend pas très bien ce qui se passe. On ne comprend pas. Alors, la vague, on la comprend, mais il y a un espèce de consensus pour dire ça fait 5 ans. Qu'est-ce que vous entendez par la vague? C'est-à-dire l'explosion. Le fait que MeToo a libéré la parole, libéré les possibilités de porter plainte. Il y a quand même une confiance qui s'est un peu restaurée dans la parole, dans la capacité à parler. C'est ce qui explique cette augmentation. Ce qui explique énormément cette augmentation. Donc il y a une partie immergée qui apparaît, et donc ça c'était totalement anticipé. Ce qu'ils ne comprennent pas et ce qu'on ne comprend pas, il y a quelque chose qui résiste, et dans la société, dans nos comportements masculins, je pense que c'est ça dont il s'agit, et qui est d'autant plus inquiétant que ce qu'ils constatent, c'est qu'il n'y a aucun effet générationnel. C'est-à-dire que aujourd'hui, on constate des comportements violents, ultra-violents, chez les très jeunes, chez des couples, on est en couple de 5 mois, 6 mois, 1 an, on a 20 ans, et on retrouve des comportements d'une grande violence. Donc une imprégnation d'un masculinisme archi-toxique, agressif. Comme si ces 6 années, ce MeToo, ne rentrait pas en profondeur dans la société française, que quelque chose résistait. Donc je suis bien en peine de pouvoir vous répondre la moindre réponse pertinente. Donc il y a la décision judiciaire qui est très importante, Raphaël Kempf, et se pose la question du plaidé coupable pour réduire les délais d'attente. C'est le projet du garde des Sceaux, la loi sûre. En quoi ça consiste et pourquoi êtes-vous opposé à cette solution? Là, on voit bien qu'on prend tous conscience de la violence du patriarcat, de la violence masculine, et pour faire face à ce phénomène de société, il faut aussi la donner à voir, et la donner à voir dans son jugement. Un procès qui peut durer parfois plusieurs jours est un moment au cours duquel des mots qui ont été écrits pendant des années dans un dossier d'instruction qui a été évoqué à l'instant par ma voisine, ces mots-là prennent vie, ces mots-là accèdent à l'oralité au cours d'une audience qui dure plusieurs jours. C'est ce qui fait aussi la beauté, j'ai envie de dire, de l'institution. Plusieurs jours, voire plusieurs mois, on pense au procès Pellico. Exactement. Et au cours de ces audiences, des mots peuvent être dits, une manifestation de la vérité peut émerger, un homme qui ne reconnaissait pas des faits peut reconnaître ces faits. Donc, il y a aussi une dimension éducative, c'est-à-dire que des journalistes comme Grégoire Bizot et d'autres peuvent évidemment se rendre dans ces audiences, les rapporter, expliquer cette violence masculine aux yeux du public, et c'est ça que ce projet de loi pourra invisibiliser. Et donc, je trouve que c'est extrêmement grave à l'heure aujourd'hui. Sur l'invisibilisation. Oui, et puis sur la mécanique, vraiment, c'est quoi exactement? Expliquez-nous concrètement comment ça se passe. Alors, je vais vous expliquer. Vous voyez, CRPC criminel, pas de procès Pellico. C'est intéressant parce que cette image, vous la mettez à l'antenne, et pour les auditeurs qui nous regardent, ils se disent on n'aura pas la pédagogie que vous venez d'évoquer sur un procès. Non. C'est pas ça. Donc le plaidé coupable n'invisibilise pas. Ça n'aurait pas été possible dans le dossier Pellico parce qu'il n'est pas prévu pour le dossier Pellico, parce qu'il n'est pas prévu quand il y a multiplicité d'auteurs. D'accord. C'est quoi l'idée? L'idée, d'abord, elle n'est pas révolutionnaire. Elle existe dans plein de pays. C'est utilisé sur plein de pays européens. Je mets tout de suite de côté les États-Unis, qui n'est pas du tout la comparaison possible, à moins d'être déloyale, avec la France. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, vous n'avez pas de juge d'instruction. Donc il y a toute cette phase de recherche de la vérité auquel nous sommes très attachés, nous aussi les magistrats, qui permet pendant des mois et des mois d'avoir j'allais dire, des témoins, des experts, etc. Donc ce n'est pas de ce côté-là une justice au rabais. C'est à l'issue de ce procès, et sans possibilité de dealer comme aux États-Unis des qualifications. Mais c'est important de le dire, c'est très important de le dire, qu'avec l'accord de tout le monde, et c'est une énorme différence. C'est-à-dire que si la victime dit « je ne veux pas », bien sûr, il n'y a pas de plaidé coupable. Vous avez des victimes qui n'ont pas envie d'attendre un procès qui n'arrivera jamais. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est ça la question. La question, je suis d'accord avec vous, tout le monde rêve. Moi, j'étais aux assises, j'ai commencé aux assises, je sais ce que c'est que les assises. C'est une justice que moi j'appelle de luxe dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'en effet, tout le monde a le temps et ça devrait être tout le temps comme ça. Mais est-ce qu'il vaut mieux avoir une procédure où la personne reconnaît et on a une audience publique qui doit être validée par des magistrats, c'est pas du tout quelque chose qui se fait en catimini. On peut tous refuser, on peut ne pas accepter, il y a des avocats à tous les stades de la procédure, même jusqu'à la fin, ou ne jamais avoir de procès. Parce qu'en fait, c'est ça la vraie question. Donc, c'est très limité. Oui.
Ça sera pour des faits simples. Et les victimes peuvent refuser. Avec l'accord de tout le monde, les victimes peuvent refuser. Voilà. Je suis obligée de remettre le cadre. Parce que la question qu'on se il est pose, important, ce cadre. Grégoire Bizot, c'est que ça existe déjà pour les délits de droit commun, le plaidé coupable depuis une vingtaine d'années. Ça avait été très débattu à l'époque. Et puis en même temps, c'est vrai que certains se disent, c'est par défaut parce qu'il n'y a pas assez de moyens pour la justice. Où est le juste milieu entre ces deux options ? Faut pas se cacher derrière son petit doigt. Le plaidé coupable arrive parce que la justice ne parvient pas à traiter cet afflux. C'est une réponse à l'absence de moyens. De cette absence de moyens, face à cette absence de moyens, on peut avoir une position principielle de dire non, on ne dégrade pas la réponse judiciaire et donc nous, on se bat pour plus de magistrats. Ce qui est le cas, il y a plus de magistrats, plus de greffiers. Mais encore plus, parce que même avec le plus de magistrats, on n'y parvient pas, puisqu'on a à récupérer un retard historique de la justice française. Soit on prend acte de cette absence de moyens et on trouve des solutions pour tenter de réduire ce temps d'audiencement. Donc elle est centrale. En fait, c'est une réponse un peu économique à l'absence de moyens. Et Raphaël Gosselin, ça concernerait 15% des dossiers. Est-ce que c'est vraiment inacceptable pour vous ou ça peut permettre justement d'aller à la cour de cette inflation judiciaire et de répondre encore une fois aux victimes ? Moi, je pense que c'est inacceptable. Dans ma pratique professionnelle d'avocat, je refuse de signer des CRPC, donc le plaidé coupable délictuel. Mais je voudrais revenir sur un point très important qui a été évoqué à l'instant, à savoir la victime peut s'opposer. Et en réalité, si on lit des observations faites par des associations de défense des droits des femmes, qui ont pris la parole ces derniers temps, elles disent mais en offrant ce droit d'opposition à la partie civile, on risque de faire peser sur la victime une pression supplémentaire qui est celle de l'échec éventuel de la procédure de plaidé coupable criminel. Et ça, ce sont les associations de défense des droits des femmes qui le disent, parce qu'elles expliquent, écoutez, s'il y a une procédure où l'accusé est d'accord, le parquet est d'accord, on va d'accord pour plaider coupable. Voilà, l'accusé est d'accord pour plaider coupable sur la peine, le parquet est d'accord, et on dit on va tous faire ça parce que ça allait plus vite. Et là, on demande à la victime... Et si la victime refuse ? Et si la victime refuse parce qu'elle dit, moi je pense que c'est important qu'il y ait un procès public sur ce que je fais, on va faire peser sur elle, c'est comme ça qu'elle le ressent. Je pense que nous devons écouter la parole des femmes et la parole des associations qui défendent les femmes. Maintenant, est-ce que je peux compléter, parce qu'on a évoqué les États-Unis, et je pense qu'on doit... Oui, rapidement, parce qu'on voudrait vous faire écouter Gisèle Halimi. Allons-y. Alors, on écoute Gisèle Halimi, vous allez réagir après. À propos, alors évidemment, c'était une archive qui remonte aux années 70. Si le texte passe, donc les cours d'assises ne seront plus saisies en appel en cas de viol, et l'avocate Gisèle Halimi s'élevait déjà contre ces procédures en huis clos, les procédures en huis clos, il y a plus de 50 ans, ou il y a même quasiment 50 ans. Une femme violée, c'est une femme cassée, c'est une femme éclatée, c'est une femme qui ne s'en remettra, à mon sens, jamais. Et à la cour d'assises, nous demandons, c'est une des propositions de loi que Choisir va déposer incessamment sur le bureau du garde des Sceaux et à l'Assemblée nationale, qu'il n'y ait pas de huis clos, c'est-à-dire, sauf bien entendu, la seule réserve, si la jeune femme violée le réclame elle-même. Nous voulons donc la publicité, cour d'assises et publicité, parce que nous pensons que une chose pour un homme est de violer, et autre chose est de vouloir qu'on le sache dans son village, dans son travail, dans les journaux. Donc la publicité peut jouer comme un moyen de dissuasion. Béatrice Brugère, voilà où se trouve aussi le point sensible, le point dur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait si on ne voit pas, si on n'entend pas ? Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit et j'y tiens beaucoup. Je tiens juste à dire que l'audience d'homologation, telle qu'elle est écrite... L'audience d'homologation ? Oui, c'est-à-dire que... Pour les BO5, alors, c'est quoi ? En fait, je fais très vite. Vous acceptez à la fin d'une instruction le plaidé coupable, tout le monde est d'accord. On essaie de se mettre d'accord sur une peine, etc. Ça vient devant une audience publique. Avec des juges. Donc c'est ça, on confond avec le huis clos. C'est pas un huis clos. Il y aura même un débat, des observations. Les avocats auront la parole, les parties civiles auront la parole. Et donc il y a une publicité, certes, qui est beaucoup plus limitée dans le temps, puisqu'on n'a pas toute la partie reconnaissance. Et ce n'est pas un huis clos stricto sensu, comme c'est évoqué par Gisèle Halimi à l'instant. Excusez-moi, je me permets de m'élever en faux, c'est ridicule. Allez voir des audiences d'homologation de la CRPC. L'idée que de la publicité est préservée, ces audiences, personne n'ira les voir car il ne s'y passera rien. Elles dureront 1 heure. On dira, est-ce que vous reconnaissez avoir commis ces faits ? Il dira oui. Et puis on écoutera rapidement l'avocat de la partie civile, l'avocat de la défense, le parquet. On dira, c'est bon, c'est signé, 12 ans de prison. Et personne n'aura compris les raisons pour lesquelles cet homme a commis. C'est bien d'avoir autant de certitude, de savoir comment les
les choses vont se passer. Parce qu'il y a plus de 110 000 CRPC par an, donc on a de l'expérience, on sait comment ça fonctionne. Non, je voudrais rajouter quelque chose d'important, même si je pense que ça concerne très peu de victimes. Mais il ne faut pas oublier que l'audience du procès, un procès, peut être violent. Et que la justice française peut être malveillante. C'est-à-dire que des victimes peuvent ne pas vouloir ces procès. Parce que la façon de s'adresser à des victimes... indifférente ou hâtive. Indifférente ou un peu agressive, bousculée par des avocats. Il y a une forme une intimité qui est mise à jour. Mise à nu. Mise à jour et mise à nu. Et ce processus peut être un processus douloureux, pénible. D'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme nous a condamnés à 3 reprises pour victimisation secondaire, c'est-à-dire que le processus même judiciaire a été violent pour les victimes. Évidemment, ce n'est pas toutes les victimes. Évidemment, le procès a une vertu pédagogique irremplaçable. Mais de réparation. De réparation, évidemment. Et évidemment, de catharsis, de pédagogie, c'est très important. Mais on rajoute, si je puis dire, une option à la victime. À elle de le saisir, de ne pas le saisir. Mais dans certains cas, on peut imaginer qu'elle a envie d'aller vite et que sa phase de reconstruction ne passe pas forcément par un très long procès. Raphaël Kempf, il y a aussi cette autre idée des tribunaux spécialisés sur les violences conjugales et sexuelles envers les femmes, comme c'est le cas en Espagne. Ils commencent à avoir 20 ans d'expérience. Ça a l'air de fonctionner. Est-ce que c'est un exemple dont on doit s'inspirer en France ? Oui, évidemment, et aussi sur les pratiques d'interrogatoire des victimes par des magistrats ou même par des avocats. Je sais qu'il y a des avocates qui peuvent bousculer les parties civiles, et il y a des bonnes pratiques qui émergent notamment au Québec. Moi, j'ai vu ce que fait le barreau du Québec sur comment les avocats peuvent interroger les victimes pour préserver et pallier aux défauts qui ont été évoqués. C'est passé dans le procès de Pardieu. Mais voilà, mais ça a été reconnu aussi comme problématique. Oui, Béatrice Brugère, c'est vrai que ce plaidé coupable, il vient s'ajouter à cette réforme des cours criminelles départementales. On a l'impression dans ces cas-là qu'en effet, faute d'avoir les moyens, eh bien on fait une justice au rabais. C'est ça qui est aussi peut susciter des réserves en fait, aujourd'hui. Je m'inscris un peu en faux, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, c'est dans l'écriture et dans la manière dont on fait les choses qu'une idée, elle est bonne ou elle est mauvaise. Si on a envie que ça soit bien fait, dans le respect, et d'ailleurs, je le dis parce que c'est toujours important de le rappeler, le Conseil constitutionnel à plusieurs reprises, la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil d'État, il y a quelques jours, valide sur les grands principes d'équité, de respect, du procès équitable, etc. Donc, on ne part pas sur un truc complètement dingue où on se dit on va juger comme ça en catimini des faits graves. Moi, je le dis d'autant plus parce que j'étais une des rares à être pour les cours criminels. Pourquoi ? Et je termine là-dessus, je vous promets. Parce que les crimes étaient jugés comme des délits. Et moi, ça me dérangeait. Et je trouvais que c'était une avancée que des délits soient jugés comme des crimes. Donc il ne faut pas toujours voir le mal où il n'y est pas. On a aussi, nous, la volonté de faire les choses bien, de les faire avancer. On est dans un pays où tout ce qui est nouveau fait toujours peur. Moi, je dis, il y a plein d'autres pays qui l'ont fait. À nous de bien le faire. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment à tous les trois d'être venus débattre aujourd'hui. On va rester dans l'actualité, mais vu par Xavier Maudieu et Marie Bonisseau. France Libre, c'est le nom du futur porte-avions français. Et Nouvelle Vague, ben non, ce n'est pas un film, c'est une initiative au Salvador. Mais d'abord, le mot vedette du jour, Tasty Krusty. Bon, enfin, ça se dit Tasty Krusty. C'est le nom d'une chaîne de restauration rapide française, enfin, née en France, qui vend un plat unique, le Krusty, c'est entendu. Tasty Krusty officiellement ouvert à Châtelet. C'est le fameux buzz du Tasty Krusty. Une dégustation de Tasty Krusty. Qu'est-ce que ça veut dire ? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Tasty Krusty, de l'anglais taste, goût, et crusty, croustillant, traduisible par savoureux et crispy, désigne le nom commercial d'une chaîne de fast-food qui affole Internet, en particulier la Gen Z. Le 16 février ouvrait la 9e adresse parisienne de Tasty Krusty, le restaurant de poulet croustillant à la file d'attente interminable. Tasty Krusty, c'est un nom à consonance américaine, à visuel clinquant, inspiré d'un jeu vidéo où un voyou sévèrement véhiculé remplit des contrats pour amasser de la caillasse, et au concept gustatif rudimentaire. Riz blanc, poulet frit façon nuggets, sauce et ressauce, servi en quantité pantagruélique dans une barquette en polystyrène à emporter. Dérivé du chicken katsu asiatique ou des divers poulets au riz arrivés d'Afrique de l'Ouest, voire du chicken over rice new-yorkais, riz jaune recouvert d'un monticule de poulet désossé et épicé importé dans les années 80 par une vague d'immigrants égyptiens, le Tasty Krusty brille par sa haute désirabilité économique, sociale et visuelle.
Derrière le comptoir, le principe de Dark Kitchen. C'est cuisine-usine optimisée à l'IA pour réduire les coûts et les délais. Dans la barquette, à moins de 10 €, un max de bouffe avec peu de fibres et 0 légumes, mais riche en sel, sucre et gras. Jusqu'à 1600 calories la portion, simple à préparer et qui se joue des interdits religieux. Tasty Krusty et ses ersatz offrent un miam kitsch et outrancier, en rejet catégorique du goût des élites. Voilà pourquoi les candidats au municipal ont déficit d'ADN popu, mais inspirés par le street foodophile nouveau maire de New York, s'affiche le nez dans une barquette en polystyrène. Mauvais deal des édiles et very bad trip. On n'en sait rien, il faut essayer. Merci Thibault Nolte. Marie Bonisseau, Xavier Mauduit, l'heure de vos chroniques. Alors Emmanuel Macron l'a annoncé près de Nantes hier, le nom du futur porte-avions français, le successeur du Charles de Gaulle, bah oui, logique, France Libre. Voilà. On prend la mer, sombrero. C'est joli, Elisabeth. Nous partons en décembre 1669 quand est lancé dans le chantier naval de Brest, qui est associé à l'Arsenal, la construction d'un gigantesque navire qui s'inscrit dans la politique royale, qui veut affirmer la puissance de la France sur les mers. Politique lancée par le roi Louis XIII avec Richelieu et puis poursuivie 1669 par Colbert et Louis XIV. Le soleil a rendez-vous avec la mer. C'est Charles Trenet, pas du tout. Alors, quel est son nom? Ah, bah là, il s'interroge. Alors déjà, on pense l'appeler le grand Henri, parce que ici, on veut rendre hommage au grand-père de Louis XIV, le roi Henri IV, sauf que papy est vite poussé dans les orties. On choisit le Royal Soleil. Non, mieux, Soleil Royal, quel nom magnifique pour cette forteresse flottante. C'est très gros ces bateaux-là, 55 mètres de long, vous y mettez 100 canons, plus de 1000 hommes. Ce Soleil Royal, c'est un navire de premier rang parce que la marine, la Royale, a la rigueur de donner des catégories en rang. Et alors vous avez ici tout un tas de rangs. Les 3 premiers, ce sont des vaisseaux. Les derniers rangs, ce sont plutôt des frégates. Et donc dans ce premier rang, vous avez des noms qui reflètent la monarchie, qui reflètent la puissance française. Donc Soleil Royal, Royal Louis, vous avez aussi le victorieux, l'intrépide. Et puis, ça rayonne. Si vous descendez, 5e rang, là c'est une trentaine de canons. Et puis après, il y a même un 6e rang qui est identifié, une vingtaine de canons. Là, vous avez des noms beaucoup plus chantants. Vous avez la perfide, la friponne, la railleuse, la vipère. En gros, ce que vous pouvez retenir, c'est que les noms des vaisseaux, les gros machins, c'est masculin. Et quand les frégates, c'est féminin. Et ça devient la friponne. Il y a quelques exceptions. Alors surtout, ce qui est intéressant, c'est que les navires changent de nom. Quand un navire coule, son nom ne coule pas, il est repris, donné à un autre navire qui lui-même change de nom, attribué à un autre. Ou quand on construit un nouveau vaisseau, ma foi, un nom qu'on prend ailleurs. Pour vous dire, il y a des navires qui changent 5 fois de nom pendant leur existence. Ça rend d'ailleurs difficile quand vous lisez les sources, il n'y a pas d'autre précision que le nom, de savoir mais duquel on parle. Parce que vous avez plein de glorieux, plein de constants, plein de triomphants. Vous l'avez compris, ils ne naviguent pas tous au même moment. Alors là, avec ce nouveau porte-avions, c'est France Libre, hommage à cette France portée par le général de Gaulle qui s'oppose au nazisme. Et c'est la tradition de la marine qui est restée. Il peut changer de nom, pourquoi pas le Jupiter, Brigitte ou alors le Forchour, allez savoir. Où a-t-il été chercher Au moment de chercher un nom de navire, on n'est jamais à fond de cale. Brigitte. Merci Xavier Mauduit. Alors, on reste au bord de la mer, mais on part au Salvador. Alors, le dérèglement climatique inquiète les surfeurs, n'est-ce pas? Et alors, ils recourent à des compagnies d'assurance pour préserver les vagues. Oui, en fait, c'est des polices d'assurance de la nature très modernes, qui sont vraiment les enfants de la catastrophe climatique qui est en cours. Alors d'abord, ces assurances, elles ont été inventées pour sauvegarder les récifs de corail. Et maintenant, elles sont en train d'intéresser les surfeurs et les surfeuses. Une communauté qui pratique, vous le savez, un sport qui est très proche de la nature et qui donc se fait beaucoup de mourons quant à l'avenir des grosses vagues. Les pionniers de la résistance, ils surfent dans un paradis, un spot absolument merveilleux qui est très préservé, qui s'appelle Oriente Salvaje, l'Est sauvage. C'est une vingtaine de kilomètres sur le littoral à l'est du Salvador, où vous avez une longue ligne de vagues comme ça, parfaite, qui forme une ligne droite absolument impeccable, qui est entourée de milliers d'hectares, de forêts tropicales, de rivières, de mangroves. Toute l'économie locale, qui est estampillée tourisme durable. Donc les hôtels, les restos, les pêcheurs, les photographes de surf, les dronistes, c'est un métier maintenant. Tout le monde, en fait, dépend de cette économie du surf. Et alors, à chaque fois qu'il y a une tempête tropicale qui s'abat, et elles sont de plus en plus nombreuses, à chaque fois, ça fait fuir les touristes, ça va inonder les routes, ça va casser les vagues parfaites. À chaque tempête, c'est la cata pour toute la communauté. D'où cette idée
en partenariat avec une ONG de surfeurs très inquiets dans le monde entier, qui s'appelle Save the Wave, donc sauver la vague, de souscrire à une assurance paramétrique. Ne faites pas de cette tête-là, vous allez comprendre. En gros, dans une assurance traditionnelle, on évalue les dégâts, donc il y a un mur de la maison qui est tombé, combien ça coûte de le refaire, obtenez de l'argent. Le problème de ça, il y en a deux. D'abord, l'assurance traditionnelle va mettre des mois, voire des années à vous rembourser, hein, on a tous vécu ça. Et puis surtout, cette assurance classique, elle ne sait pas, elle est incapable d'évaluer objectivement les dommages qui sont subis par un écosystème naturel, par des éléments qui sont vivants, qui sont diffus, qui peuvent être sous l'eau. C'est très compliqué en fait d'évaluer objectivement le vivant. On ne sait pas faire. Donc l'idée qui est très nouvelle, c'est de fixer des paramètres. Comme par exemple, on regarde le niveau de pluie, on regarde le degré de secousse sismique, ou on regarde la force du vent. Ça, c'est objectif. On peut le faire, on a des satellites. Et si ça dépasse un seuil qui a été fixé par la science, par tout le monde, eh ben, qu'importe les dégâts occasionnés, l'assurance vous verse de l'argent immédiatement. C'est en fait un mécanisme pour encourager la résilience. Ça fait ses débuts dans le monde du surf à Oriente Salvaje. On espère que ça va pouvoir commencer en juin, parce que c'est le début de la saison des pluies. Or, le paramètre qu'ils ont choisi, c'est la pluviométrie, parce que les études scientifiques ont montré que c'est la pluie qui impacte le plus les vagues chéries de ces surfeurs et de ces surfeuses. Et puis à terme, si ça prend, cette ONG Save the Wave veut protéger 1000 réserves de surf d'ici une décennie. Je vais apprendre à nager pour pouvoir oui, vous allez commencer par là. Voilà. C'est ça. Voilà, de manière méthodique. Merci Marie, merci tout le monde. Demain à 20h05, le jour du printemps, c'est le club avec Renaud Dely. Il bourgeonne. À lundi, tchuss.